l'époque, c'était drôle parce que on n'avait pas le droit de jouer, ce qui était absurde. Oui. Et alors on jouait... Il y a des lumières qui semblent éternelles. Des visages qui, à eux seuls, racontent la vitalité de toute une époque. Jean-Paul Belmondo était de ceux-là. Il n'était pas seulement une star de cinéma, il était le mouvement perpétuel. Le sourire insolent et la démarche souple d'une France qui se relevait, avide de vie après les années sombres de la guerre. Il était le héros bondissant, l'aventurier magnifique, l'homme qui riait au nez du vide. Le public l'avait surnommé à juste titre l'indestructible. Et pourtant, 2001, le silence s'est abattu. Un silence foudroyant, total, irrévocable. Un silence qui n'était pas un choix, mais une sentence. Le corps, cet outil magnifique qui avait fait sa gloire, cet instrument qu'il poussait à ses limites dans des cascades folles, est devenu sa prison. La voix, ce timbre gouailleur que tout un peuple aimait et reconnaissait entre mille, s'est brisé. Comment l'icône bâtie sur le mouvement peut-elle survivre à l'immobilité soudaine? Comment le symbole même de la parole facile affronte-t-il le mutisme forcé? Derrière l'image publique du magnifique se cachait un homme, Jean-Paul. Un homme qui portait déjà les cicatrices d'une tragédie intime, la perte de sa fille aînée dans un incendie. Mais cette nouvelle épreuve était publique, elle le frappait au cœur même de sa légende. Pendant des années, le rideau est tombé, le monde retenait son souffle, l'indestructible avait-il été vaincu? Le public attendait une réponse, un signe, un dernier mot. Et puis, 7 ans plus tard, à l'âge où d'autres se retirent pour de bon, il a choisi de rompre ce silence. Mais pas de la manière dont on l'attendait, pas avec la force de ses poings, ni avec l'éclat de ses anciennes cascades. Il l'a fait avec une fragilité désarmante, un courage qui n'appartenait qu'à lui. Ce jour-là, Belmondo n'a pas nommé de coupable ou de traître. Il a fait face à un adversaire bien plus intime, bien plus puissant, son propre destin. L'histoire de Bébel n'est pas celle d'un scandale financier ou d'une trahison par l'industrie. Elle est plus profonde. C'est l'histoire d'un homme qui incarnait la vie et qui a dû réapprendre à vivre devant nos yeux. Qui lui a volé sa force et comment a-t-il trouvé, dans les ruines de sa puissance physique, une dernière leçon de courage? Ce soir, nous racontons la gloire, le silence et l'ultime combat de Jean-Paul Belmondo. L'ascension de Jean-Paul Belmondo n'est pas une histoire ordinaire, elle est une rupture, une révolution. Né dans un milieu bourgeois et artistique, son père, Paul Belmondo, était un sculpteur respecté. Le chemin semblait tracé vers les arts nobles, vers le théâtre classique. Mais Jean-Paul, adolescent, choisit autre chose. Il choisit le ring. Il choisit la boxe. Ce choix, c'est la première clé de son histoire. Il préfère la sueur à l'encens, l'impact physique à la déclamation. Il apporte cette énergie brute, ce nez cassé, dans les salles feutrées du Conservatoire d'art dramatique. Ses professeurs sont sceptiques. L'un d'eux lui lance même cette phrase célèbre. « Avec la tête que vous avez, vous ne pourrez jamais prendre une femme dans vos bras à l'écran. » Quelle ironie! Car la France, de la fin des années 50, attendait exactement cela. Elle était fatiguée des héros parfaits, des jeunes premiers lisses. Elle voulait du vrai. Et le vrai, ce fut lui. En 1960, c'est l'explosion. À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Ce n'est pas un film, c'est un manifeste. Belmondo, en Michel Poicart, est arrogant, nonchalant, imprévisible. Il marche sur les Champs-Élysées. Il parle à la caméra. Il incarne une modernité absolue. La nouvelle vague a trouvé son visage. Et ce visage n'est pas celui d'un ange, mais celui d'un voyou magnifique.
Le public voit en lui un baume, un symbole de liberté dans une France encore rigide. Mais Belmondo, l'intellectuel du cinéma d'auteur, très peu pour lui. Il sent que le public ne veut pas seulement réfléchir, il veut rêver, il veut de l'action. Alors, il pivote. En 1964, l'homme de Rio change la donne. Fini le film noir existentiel. Place à l'aventure pure, colorée, joyeuse. Il court, il saute, il vole. Le succès est colossal, bien au-delà des frontières des françaises. L'Italie l'adopte, l'Allemagne le célèbre. Il devient l'égal d'un Steve McQueen, mais avec cette touche d'humour, cette gouaille typiquement parisienne. Dès lors, Bébel est né. Il enchaîne les triomphes. Le Magnifique en 1973, où il joue à la fois l'écrivain timide et le super agent secret. Le Professionnel en 1981, avec cette musique inoubliable d'Ennio Morricone. Mais le film qui cimente sa légende physique, c'est Peur sur la ville, en 1975. Ici, il n'y a plus de trucage. Belmondo, à 40 ans passés, court lui-même sur le toit d'une rame de métro parisien en marche. Il se suspend à un hélicoptère. Le public n'en croit pas ses yeux. Il ne joue pas le héros. Il est le héros. Il est l'homme qui ne craint rien. L'idole nationale. Chaque film est un événement, un pacte de confiance entre lui et son public. Il est l'enfant parfait du cinéma français, celui qui réconcilie l'art et le box-office. Derrière les sourires éclatants sur les tapis rouges, la joie pure de jouer ses aventures, il y a une pression. La pression de ne jamais décevoir. La pression d'être toujours l'indestructible. Chaque cascade est un risque de plus, chaque film, une attente plus grande. Il est au sommet du monde. Mais le sommet est un lieu exposé. Et l'industrie qui l'adule commence déjà à voir en lui moins un homme qu'un produit. Un produit qui ne doit jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Pendant que la France entière célébrait Bébel, l'homme Jean-Paul payait le prix fort pour entretenir la légende. La face sombre de sa gloire n'était pas celle des contrats inéquitables ou des managers rapaces. Belmondo était trop intelligent pour cela. Il avait fondé sa propre maison de production, Cerrito Films, pour être maître de son destin. Mais il est devenu, en quelque sorte, le prisonnier de sa propre liberté. Son exploitation n'était pas financière, elle était physique et psychologique. Le public ne venait plus seulement voir un acteur, il venait voir un cascadeur. L'industrie, les producteurs et lui-même ont bâti un mythe autour de l'indestructible, un mythe qu'il fallait nourrir à chaque film. Chaque scénario était une surenchère. Plus haut, plus vite, plus dangereux. Il n'avait plus le droit d'utiliser une doublure. Ce serait une trahison. Son corps est devenu l'attraction principale, une perte d'autonomie artistique déguisée en triomphe. Il souriait à la caméra, mais chaque tournage laissait des traces. Des blessures, une usure que personne ne devait voir. Et puis, il y avait la solitude de l'icône. L'image publique du Magnifique, ce séducteur à qui tout réussit, contrastait violemment avec la réalité de sa vie. Les médias épiaient ses moindres gestes, ses relations amoureuses avec des femmes éblouissantes comme Ursula Andress ou Laura Antonelli étaient disséquées, transformées en feuilletons. Il n'avait plus de vie normale. Il était un personnage, 24 heures sur 24. Mais le véritable drame, la blessure que les projecteurs ne pouvaient ni montrer, ni guérir, frappa en 1994. Un silence assourdissant au milieu du tumulte de sa carrière. Sa fille aînée, Patricia, meurt tragiquement dans l'incendie de son appartement. C'est la tragédie absolue, le deuil d'un père. L'homme qui pouvait tout surmonter à l'écran, qui sautait d'un immeuble à l'autre, n'a rien pu faire. Il est brisé. L'industrie, elle, ne s'arrête pas pour un cœur brisé. La machine doit continuer à tourner. Le public veut rire.
Bébel doit revenir sur le plateau, faire semblant, sourire et sauter à nouveau. Personne, ni sa famille, ni ses collègues, ne peut le protéger de cette exigence. Il est seul, avec son chagrin et l'image parfaite qu'il doit continuer à vendre. Cette dualité fut son fardeau. D'un côté, les tapis rouges, les millions d'entrées, les rires du public. De l'autre, un corps qui vieillit sous les coups, un emploi du temps infernal et le fantôme d'une enfant perdue. Il maintenait l'illusion d'une joie de vivre perpétuelle, mais les fondations de sa légende commençaient à se fissurer. Il n'était pas indestructible, il était humain, terriblement humain, et la plus grande épreuve, celle qui allait exposer cette humanité à la vue de tous, se préparait en silence. La fissure, invisible aux yeux du public, devint un gouffre. L'été 2001. Belmondo est en Corse. Il a 68 ans. Il est toujours bébel, profitant du soleil, loin des plateaux. Et soudain, sans préavis, le destin frappe. Ce n'est pas une cascade qui tourne mal. Ce n'est pas un ennemi de cinéma. C'est un accident vasculaire cérébral. L'AVC. Le mot seul fait trembler. L'homme qui avait défini le mouvement est à terre. Immobile, transporté d'urgence à Paris, le verdict tombe. Il est lourd. Hémiplégie, le côté droit de son corps est paralysé. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Le coup le plus cruel est ailleurs. Jean-Paul Belmondo, l'homme à la répartie foudroyante, la voix qui portait si haut l'humour et l'arrogance, ne peut plus parler. Il est atteint d'aphasie. Le silence. Pas le silence réfléchi d'un artiste qui se retire. Le silence brutal d'un prisonnier. L'indestructible est brisé. La nouvelle éclate et la France est sous le choc. L'impensable est arrivé. L'industrie, si prompte à célébrer ses succès, est soudainement muette. Que faire d'un héros qui ne peut plus bouger? Que faire d'une icône qui ne peut plus parler? Les médias, hier si avides de ses exploits, parlent maintenant de lui avec pitié. Une pitié qu'il a toujours détestée. Son image publique, celle du vainqueur absolu, s'effondre. Il disparaît. Protégé par sa famille, il commence le plus dur des combats. Loin des caméras, loin des applaudissements. Il est seul face au miroir. Seul face à ce corps qui n'obéit plus, face à ces mots coincés dans sa gorge. Le public, lui, se sent orphelin. L'abandon est palpable. L'homme qui incarnait la joie de vivre est devenu le symbole de la fragilité humaine. Les propositions de films s'arrêtent. Les téléphones ne sonnent plus. Pour le monde du divertissement, qui vit d'images et de vitesse, Belmondo est déjà rangé. Classé dans la boîte des souvenirs glorieux. Une légende du passé. Personne ne croit à un retour. Personne, sauf lui. 7 longues années, 7 ans de silence, 7 ans d'un combat que personne ne voyait. Un combat quotidien, dans l'intimité de sa maison, contre son propre corps, 7 ans de rééducation acharnée, loin des regards. L'industrie, cette machine à fabriquer des idoles, l'avait poliment rangé au rayon des souvenirs. Le public, lui, s'était habitué à son absence. Mais Jean-Paul, l'homme, n'avait pas abdiqué. Il luttait contre ses propres muscles qui refusaient d'obéir, contre sa propre langue qui retenait les mots prisonniers. Et puis, en 2008, il a 75 ans. Il décide de faire l'impensable. Il va revenir. Il va rompre le silence. Le contexte n'est pas une interview explosive, ni un discours de revanche sur un plateau de télévision. Le contexte, c'est un plateau de tournage. Un film dont le titre résonne comme un écho à sa vie. Un homme et son chien. L'action concrète, le moment où il brise le silence, n'est pas une phrase assassine. Ce n'est pas une liste de noms. C'est son apparition. Lui, l'indestructible, le magnifique, à l'écran. Il est là, assis, fragile, son visage marqué par l'épreuve, son corps à demi immobile,
Sa voix, cette voix qui avait fait chavirer la France, est maintenant lente, difficile, presque méconnaissable. C'est un choc. Il ne nomme personne. Il ne dénonce aucun système. Il fait face à un adversaire bien plus grand, bien plus intime, l'image écrasante de Bébel, l'idole parfaite qu'il avait lui-même créée. Il se montre tel qu'il est, un homme diminué, mais un homme qui refuse de se cacher. Il reprend le pouvoir sur sa propre histoire, non pas en criant, mais en étant simplement là. Il force le public et une industrie qui ne jure que par la perfection à le regarder. Vraiment, à voir la fragilité derrière la légende. Les réactions sont complexes. Le film est un échec commercial. Les critiques sont gênés. Ils parlent de pathos. Ils sont mal à l'aise. Ils attendaient le retour du héros bondissant. Ils voient un vieil homme malade. Mais ils n'ont pas compris. La victoire n'était pas le box-office. La victoire, c'était le tournage lui-même. C'était chaque mot prononcé avec effort, chaque jour de présence sur le plateau. Belmondo n'est pas revenu pour la gloire. Il est revenu pour la dignité. Il a brisé le silence de la maladie, en lui opposant le courage ultime, celui de sa propre vulnérabilité. Il a repris le contrôle, en acceptant de montrer ce qu'il avait perdu, et en prouvant à la face du monde qu'il était toujours et malgré tout vivant. L'histoire de Jean-Paul Belmondo n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est un miroir, le miroir de ce que nous exigeons de nos idoles. C'est une réflexion sur le prix écrasant de la gloire. Un prix payé, non pas en argent, mais en chair, en os et en silence. Combien demandons-nous à ceux qui nous font rêver? Leur laissons-nous le droit d'être simplement humains? Ou exigeons-nous qu'ils restent des produits parfaits, infatigables, jusqu'à ce qu'ils se brisent? L'industrie du divertissement qui l'a porté au sommet est la même qui l'a regardé tomber avec une pitié distante. Son parcours, c'est celui de tant d'autres artistes oubliés. C'est indestructible d'un jour dont on ne veut plus voir les failles le lendemain. Nous avons adoré Bébel le cascadeur, mais avons-nous su voir Jean-Paul l'homme? Son dernier combat, ce film difficile, Un homme et son chien, fut son message universel. Il nous a forcés à voir, à écouter, non pas la voix puissante du héros, mais le souffle difficile de l'homme. Il nous pose une dernière question. Sommes-nous prêts à écouter la vérité de nos icônes avant que les lumières ne s'éteignent pour de bon? L'histoire de Belmondo n'est pas une tragédie, c'est une leçon de dignité. Comme s'il nous disait, avec cette voix retrouvée et fragile, sa dernière réplique. Je ne cherchais pas la pitié. Je voulais simplement que mon histoire, jusqu'au dernier souffle, soit racontée avec ma propre voix.